Pourquoi tu as choisi la danse? Comment tu la pratiques? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? La signification que tu y trouves? Puis peut-être un exemple de un usager t'aurait fait un retour qui t'aurait, toi, comme on dit chez nous, fait ta journée. Mais Tu juste vois? pour te dire, on discutait de ça en justement, lui, il fait pas de père aidance tant que Ouais, ça. ouais, non, mais Travail une source pair. de satisfaction. Alors, je fais du travail pair Mm. auprès de mes pairs aidants. Ouais. Enfin, c'est pas mes pairs aidants, mais auprès de mon équipe. Mais du coup, moi, je fais peu de pair aidance. Par contre, je fais pas mal de formations. Je fais des interventions en formation, formation pair. Voilà. C'est l'essentiel de mes... Moi, les accompagnements, j'en ai déjà fait, mais à l'arrivée, assez peu dans ma vie. Ouais, Ok. puis tu me parlais des trois dimensions. Hein. Il y a la danse un à un, justement, de l'accompagnement, mais tout ce qui peut venir avec, Toutes les autres le compétences, soutien, ouais. tu sais, peut-être aborder ces différentes strates-là. Enfin, en tout cas, dans ma perception, moi, parce que Ouais. c'est comme je les perçois. Après, Oui, oui. on en reparlait ce midi et tout. Mhm. Ouais, c'est tout simple. Voilà. OK. Et puis après, tout ce que tu as dit, oui, aucun souci. Du coup, là, j'ai rien préparé, moi, mais partir donc sur les. Enfin, j'ai déjà tout oublié, mais tu as noté, toi Les, Pas les... tout ce qu'il a demandé, puisque là, Non, moi, non, mais je vais poser des questions. On va recommencer. Donc, bonjour Yann. Bonjour. Toi, tu es directeur père chez l'association Espère. Mhm. Peux-tu me raconter un peu, en gros, comment tu t'es rendu à cette, ce- ce- cette position-là dans ta vie, d'être directeur père chez Espère? Ouh, ça a été un entremêlement entre mon chemin de rétablissement et mon chemin professionnel. J'ai fait un chemin de rétablissement très axé sur des activités artistiques, des activités de création, des activités de management d'association que j'essayais de créer, qui se cassaient la figure en même temps qu'une crise pointait le bout de son nez. Et j'ai eu un rétablissement un peu, comment dire, il a fallu que je développe pas mal de savoir expérientiel parce que j'ai eu très peu de soins. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais en gros, j'ai commencé à soigner vraiment mon trouble à 38 ans. Donc, première crise vers 19 ans. Donc, ça a fait 20 ans à peu près où il a fallu que j'apprenne à me débrouiller un peu tout seul. Enfin, tout seul, non, bien sûr, avec de l'entraide entre pairs notamment. Du coup, j'ai commencé à évoluer avec pas mal de personnes qui étaient concernées par les troubles psy ou troubles neurodéveloppementaux. La plupart du temps, sans jamais m'en rendre compte de prime abord, en fait. Ça, vous connaissez, hein, on se rencontre dans un bar, on discute, on a un super feeling et on se rend compte plusieurs années après. On avait peut-être des choses à chercher l'un chez l'autre, à se donner, à s'offrir. Et du coup, quand je suis arrivé à ce travail, c'est parce que j'ai commencé un chemin de réhabilitation. Sur le chemin de rétablissement, je commençais à avoir déjà pas mal ancré certaines choses. J'étais au clair avec pas mal de trucs. Il y avait encore pas mal de choses à mettre au clair pour être plus posé dans mon rétablissement. Et ça, c'était il y a à peine 3 ans et demi, mais où je travaillais depuis plusieurs années. Enfin, j'ai jamais arrêté de travailler en fait. J'ai entrecoupé le travail de. Voilà. Et là, j'ai débarqué un des services du professeur Franck, au service universitaire de réhabilitation. À l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Et où il y avait donc du coup un encadrement de psychoéducation. On m'a fait faire des bilans, des tests, voilà, sur différents trucs par rapport à mon trouble. Et là, je suis tombé sur une plaquette ce jour-là qui traînait, où il y avait une promotion, une publicité pour la journée de formation Père Ressources, ils appelaient ça comme ça à l'époque, il y a 3 ans, de formation Père Ressources, qui est l'ancêtre du diplôme universitaire de Père Aidance. Et du coup, je me retrouve dans cette formation après à peine 2 semaines de réflexion en mode un peu spontané. Pouf, j'y vais. Moi, j'étais en train de préparer l'entrée d'un concours d'éducateur spécialisé dans ce laps de temps. Et je me retrouve là-bas à me dire, oh, enfin bon, dans tous les cas, c'est toujours bon à prendre, voilà. Et donc dans cette formation, là, je tombe sur une vraie émulation entre pairs, que j'avais jamais connu vraiment à ce point. J'avais déjà brassé avec des personnes concernées et tout, bien sûr, mais enfin, à ce point, non, c'était voilà. Et entre-temps, j'étais rentré dans un GEM aussi. Pareil, gros cheminement pour moi pour faire ce pas-là. Donc j'ai touché du doigt en fait tout ce qui était cette fameuse émulation entre pairs, cette entraide. Déjà dans le GEM, je me suis mis à proposer des activités bénévoles, à encadrer des animations bénévoles, à être un peu en mode leadership, quoi, à dire oui, c'est parti, on y va.
À titre perso, moi je me retrouve, j'ai du mal il faut que j'aime bien pouvoir participer à donner le rythme et tout ça, ça me stimule pas mal moi dans mon empowerment, comme on dit. Et du coup, voilà, dans cette formation, un jour, on me tape sur l'épaule, on me dit il y a une assoce qui se monte, ça t'intéresse pas de participer et tout, on est 5-6 à se mettre à fond là-dedans. Toi, tu as des compétences, apparemment, tu disais en gestion et tout. Alors moi, je dis oui, j'ai des compétences en gestion. J'ai fait un diplôme de management il y a 20 ans, avant de faire mes premières crises. Donc oui, je suis super compétent. Et Vlatipak, du coup, je me mets dans la projet. Le projet aboutit, on monte un gros dossier, on envoie, ça aboutit. On nous donne les subventions. Mais alors là, on se dit, mince, on les a finalement, comment va-t-on faire? Et du coup, j'ai postulé suite à Roxane Mazalon, qui elle-même a postulé à ce poste qui avait été pris et qui, elle a changé beaucoup de choses d'un coup. Elle est partie en Suisse s'installer et donc elle a laissé le poste et moi j'ai postulé derrière. Et donc j'ai postulé au poste de coordinateur pair. Et on a constitué l'équipe et j'ai participé à toutes les phases de recrutement, formation des équipes, sans avoir jamais été pair aidant professionnel. J'ai été mis en posture de recruter des travailleurs pairs. Là, par contre, j'avais 30% de mon temps de travail. J'étais embauché à temps plein. Ça a duré ça jusqu'à août dernier, là, pendant 2 ans et demi. Et là, maintenant, je suis passé directeur pair. Et où là, j'ai plus du tout de temps de présence en accompagnement. Mais où j'accompagne l'équipe au quotidien. On s'accompagne mutuellement parce qu'il m'accompagne aussi pas mal. Voilà. Oui. C'est ça que tu disais qu'il y avait une horizontalité dans l'équipe plutôt assez pas une hiérarchie très marquée. Il y en a forcément, la hiérarchie. J'essaye de pas... Puis après, je me rends compte que les personnes me demandent de faire un peu hiérarchie. Elles ont besoin, elles demandent ce cadre et moi je trouve ça un peu, des fois un peu curieux parce que, donc ça m'interroge beaucoup, même philosophiquement, parce que je suis assez... un petit peu libertaire quand même de caractère. Moi, j'aime bien quand c'est moi qui définis mon cadre et mon rythme et tout. Du coup, en gros, c'est l'horizontalité. Je crois que là où elle s'est installée, c'est qu'ils arrivent à me dire quand il y a quelque chose qu'ils sentent que ça se passe pas bien à leur niveau, où ils se sentent mal, en malaise sur une situation de travail. Globalement, la plupart de mes collègues en parlent assez vite. Ils viennent m'en parler, ils savent que la porte est ouverte. Donc ça, déjà, c'est chouette. Ils n'ont pas peur du bâton carotte. On n'est pas rentré dans le bâton carotte. Ça, c'est cool. Et ils arrivent à faire des critiques sur la façon dont je peux gérer à des moments, choses comme ça. Je sais pas, s'ils disent là, on ne te voit pas assez en ce moment, par exemple, parce que je suis présent sur une formation pendant un temps de réunion. Ils vont réussir à le verbaliser, à me faire même à l'AU, écrit qu'ils m'envoient par mail, par exemple. J'en ai reçu la semaine dernière. Et où du coup, ils se sentent à l'aise pour formuler ces critiques. Donc ça, je pense que c'est un début déjà de... Voilà. Parce que moi je suis le premier à leur dire peut-être que dans nos méthodes de boulot on n'est pas efficient, on n'est pas au top, on pourrait peut-être améliorer ça. Eux aussi le font dans l'autre sens, donc je trouve ça normal. Et donc ça marche pas trop mal. Donc après je sais pas, je pense que c'est un peu un idéal l'horizontalité. Je sais pas si elle existe jamais vraiment à fond, mais en tout cas on a un contexte qu'on essaye d'être épanouissant quoi. Voilà. Est-ce que moi, je considère que j'ai été un peu projetée comme ça rapidement aussi dans un rôle similaire au tien, mais est-ce que, comment cette fonction-là, que là tu fais depuis quelques années, est-ce que ça contribue à te maintenir en rétablissement ou est-ce que ça contribue à ta qualité de vie ou ton là, je dirais pas bonheur, là, mais est-ce que ça vient un peu... Tu sais, parce que, évidemment, moi, ça m'enrichit professionnellement, là, mais ça m'enrichit aussi des contacts avec mes pairs, puis ça contribue finalement à que j'ai comme pas le temps de... J'aurais même pas le temps de rechuter. Non, mais je blague, mais je veux dire, qu'est-ce que ça vient jouer comme rôle dans ton propre établissement, le fait d'être dans cette fonction-là? Déjà, je pense que une activité épanouissante, dans laquelle on se régale, dans laquelle on prend plaisir, on a de l'appétence à y aller, c'est bon pour l'établissement, quoi. Un truc qui fait sens le matin quand on se lève, on sait pourquoi on y va. Voilà. Moi, je n'ai pas une mission spécialement... j'ai pas forcément une vocation hyper altruiste. Je suis pas très altruiste comme gars, en fait. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est pour ça que je le fais. Je suis pas... voilà.
D'ailleurs, je m'inquiète toujours un petit peu moi, quand j'entends des personnes me dire qu'ils soient soignants, père aidant, quel que soit. Même Mère Teresa, elle se gênait pas pour dire qu'elle était peut-être un peu égoïste parce qu'elle faisait ça parce qu'elle y prenait beaucoup de plaisir, Mère Teresa. Alors pourtant, elle est un peu loin dans l'altruisme. Mais du coup, je pense que c'est plutôt le lien à l'autre, moi, où j'existe pour les autres, ils existent pour moi, donc ça, oui. Et c'est vrai que dans la pérédance, on pousse assez loin ce lien. Donc c'est peut-être là-dessus où je vais me retrouver, où ça fait sens au niveau de mon chemin de rétablissement. Moi, j'avais des inquiétudes, je ne savais même pas que ce mot existait, mais je me suis rendu compte après qu'on appelle ça les compétences psychosociales, je sais pas, les soft skills. J'avais des inquiétudes sur certaines compétences à mon niveau. Comme une aptitude à la diplomatie par exemple, chose qui n'est pas terrible chez moi, je suis assez franc-parler et tout, du coup voilà, et du coup j'ai même commencé une thérapie au début de mon boulot, parce que j'avais de fortes inquiétudes là-dessus, à me dire ça va craquer, à un moment où je vais envoyer péter quelqu'un, je vais l'envoyer bouler, et ça va pas le faire quoi, et un partenaire d'un hôpital ou machin, ou un père aidant, même si ça part trop loin, et s'il me casse les bonbons. Et résultat, en 2 ans et demi, pour le moment je touche du bois, hein, mais nickel, ça l'a pas encore fait, mais non mais parce que j'étais vachement... En fait moi mon chemin de rétablissement c'était, il y avait toute une sorte de phobie sociale aussi qui s'installait en parallèle de mon trouble principal. Presque pas un trouble anxieux, mais des anxiétés qui venaient se créer tout le temps, logique dans les anxiétés, par rapport aux autres souvent, par rapport à des moments, des lieux, des espaces et des personnes, des situations. Et notamment le travail en équipe, moi, m'avait renvoyé pas mal de choses un peu dures dans mon chemin de vie, parce que j'ai travaillé moi dans 40 boîtes, quoi. J'ai pas fait un chemin de rétablissement qui s'est fait beaucoup par les soins, en fait. Moi, mais par contre, du coup, au lieu d'être en soins, moi, je me soignais au boulot. Et du coup, ces fameuses soft skills, là, je les ai développées, mais je m'en étais même pas rendu compte, en fait. Sauf qu'il a fallu bien 20 ans de maturation pour qu'elles commencent à... Et puis surtout, un boulot comme celui-là qui fait sens. Parce que pour le coup, là, ça fait sens. Donc, voilà, il y a le côté où on est là pour... donc, je suis pas en pérédance pure auprès de personnes concernées, bénéficiaires, comme on dit chez nous, mais mes collègues vivent tous avec un trouble, et donc on a des choses à s'apporter. On est dans cette entraide. C'est là-dessus qu'il y a de l'horizontalité, je pense, parce que moi, quand ils me donnent des conseils, s'ils voient que je suis un peu stressé, je vais les entendre comme ce que c'est-à-dire des conseils à ma hauteur, pas du tout des personnes que je regarde comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils les regardent comme ça, moi aussi, quand je me permets. Le management traditionnel, je pense pas que je m'éclaterais autant. Le management avec une équipe de pairs aidants, on va se permettre d'utiliser, on va partir dans des champs d'exploration de la relation humaine qui sont beaucoup plus fins, qui seraient même limite à flirter avec des choses qu'on n'aurait pas le droit, en France en tout cas, de faire au niveau du droit du travail, parce qu'on n'a pas le droit de parler de la santé de quelqu'un, nous chez nous. Un employeur, moi comme je suis en tant que directeur, je suis représentant en direct de mon conseil d'administration, donc je suis potentiellement, voilà, je dois répondre de ça, en fait, je ne peux pas aborder ça normalement. Moi quand je le fais toujours avec quand même, ça me fait travailler la juste proximité, là, hein, en faisant un peu gaffe, quoi, hein, parce que je ne suis pas non plus leur père, exactement, parce que je suis quand même en hiérarchie, notamment par rapport à ces détails de droit du travail, hein. Et puis parce que c'est bien qu'ils aient leur précaré aussi. Leur jardin aussi, où ils n'ont pas forcément besoin de me dire tout le temps, là ça fait 10 jours que j'ai pas dormi en fait. C'est tant qu'ils arrivent à le réguler entre eux par exemple, ou avec leurs soins, c'est cool déjà. C'est ok, comme vous dites. Mais c'est vrai que pour moi c'était particulier au fur et à mesure que je me rendais compte que je suis l'employeur, donc tu sais, il y a le truc avec je fais même les payes, donc tu sais, et c'est moi qui vais des fois mettre des cadres, mais en même temps, ils se sentaient confortables, par exemple, de partager certaines choses qui, là, ils me mettaient en position de me sentir comme si j'étais leur père aidant. Là, souvent, j'en discutais avec mes collègues, que je trouve que c'est pas cohérent d'être dans les deux positions, que c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait un peu plus les trucs peut-être plus administratifs et encadrants, là, et trucs plates, et les demandes de congés, et tout ça, puis d'avoir quelqu'un qui est dédié à supporter un père aidant pour les pères aidants, finalement, malgré qu'il faut qu'ils conservent eux-mêmes leur système, leur filet de sécurité, leur équipe traitante ou whatever, qu'est-ce qu'ils utilisent pour maintenir leur établissement. Et moi, je peux pas être leur
coordonnatrice en même temps qu'être leur père aidante. Là, c'est vraiment... Moi, je trouve pas ça confortable comme... parce que je pourrais faire un ou l'autre, mais les deux en même temps, c'est pas... Oui, déjà, c'est intenable à long terme. Ouais, Faut se fracturer en deux pour les positionnements, donc ça fait des contradictions, des paradoxes de positionnement qui sont pas, à mon avis, super. Moi, j'ai la chance d'avoir une collègue assistante de gestion dans l'équipe, donc du coup, la partie un peu... j'ai envie de râler, machin, parce que je voudrais poser mes vacances et tout. Yann me dit qu'il peut pas et tout, machin. Bon, ils ont quand même un... Voilà. Et puis, on a de la supervision, 2 fois par mois, avec une personne qui triangule, du coup, une personne tiers, professionnelle. Et elle est là pour déverser. Et elle est là pour ça. On la paye pour ça. Du coup, pour le coup, à des moments, j'ai dû intervenir sur des situations plus délicates avec des personnes qui parfois étaient en détresse sur leur chemin de rétablissement et aussi au travail, du coup, où l'un ou l'autre l'a fait la poule, on ne sait pas bien, mais voilà. Et où du coup, il y a des moments où il a fallu que je dise de manière très stricte qu'il y avait certaines choses qui relevaient de sa thérapie, d'un travail thérapeutique, qu'elle ne pouvait pas établir avec moi, que je n'étais ni thérapeute ni éducateur. Donc, et je l'ai dit vraiment avec des mots assez durs, mais avec douceur, hein, mais je dis non, je suis désolé, je ne peux pas faire ça, tu me demandes des choses, c'est pas de mon ressort. Du coup, j'ai observé qu'il y avait de la régulation qui se faisait dans l'équipe. Et du coup, ils le faisaient un peu entre eux. Et génial, parce que c'est ça l'idée, hein. C'était l'idée de notre plateforme, nous, hein. En préservant aussi les collègues, qui savent aussi mettre les limites quand même, parce qu'ils sont pas bêtes. Ils voient bien aussi que quand c'est plus possible de prendre, ils prennent plus. Donc voilà, il y a ça qui s'établit, mais ouais, non, il y a aussi un risque de toute puissance, un peu à être... trop présent, même si c'est pas notre intention, mais je veux dire d'être trop le pivot central de toute action dans la boîte, quoi, dans l'assaut, et ça c'est pas ça en fait. Bon, en plus si on est absent, si je pense, on fait une rechute, qu'est-ce qui se passe dans la structure, quoi. Enfin voilà, du coup il y a tout ça, ouais. Puis l'histoire, là, tu disais les interventions, je savais pas qu'il y avait quelqu'un un peu comme un clinicien X, là, externe, qui venait supporter les pères aidants dans leur pratique, s'ils ont des questionnements, parce que ça, nous, on fait une intervision, mais c'est juste des pères aidants, il n'y a pas personne de tu sais, on peut pas, des fois, on a des questionnements, on se dit, on devrait peut-être demander ça à un psychologue ou à un travailleur social, ou vous, c'est qui la personne qui vient? Psychologue, Un clinicienne. psychologue. Okay. Clinicienne. Wow. C'est la 3e personne qu'on fait en 2 ans. Voilà, c'est pas complètement évident, hein. On en a un avec qui ça a super bien matché, mais pour les engagements professionnels, il a dû arrêter. Bon, voilà, après, il y a plein d'écoles aussi. Il faut trouver quelqu'un qui connaisse à la fois l'approche clinique, l'approche de travail en hôpital, mais aussi dans le médico-social, parce qu'on intervient dans les 2 champs, mais aussi la pérédance à minima, c'est-à-dire qu'ils connaissent un peu les notions de rétablissement et tout ça. En gros, il y a à peu près personne qui sait ça, en France en tout cas, dans les psychologues cliniciens. Enfin, il y en a très peu, du coup, pas évident, mais c'est possible. Après, on aura aussi la solution, si vraiment on n'arrive pas à trouver, s'il faut changer à nouveau, de passer par un tiers professionnel, mais qui ne soit pas forcément psychologue, mais qui ait du bagage, quoi, et qui ait bossé dans des champs, je sais pas moi, pour avoir bossé dans un housing first, enfin voilà, des trucs où il y avait quand même du pluridisciplinaire, de la pérédance, du rétablissement, enfin... Je ne sais pas si c'est vraiment forcément d'un psychologue qu'on a besoin, plutôt que de quelqu'un qui nous aide à nous aiguiller dans les réflexions. Pas donner des réponses, mais qui nous aide à nous poser des bonnes questions. Plutôt ça. Et ça, je ne sais pas s'il faut vraiment être psychologue de nos jours pour le faire. Bon. 2 questions, mettons. Tu sais, les pères aidants que tu côtoies, ceux qui sont employés par Esper puis qui viennent aux intervisions, est-ce qu'ils partagent un peu comment... Ben, des bons coups, nous on fait des bons coups, tu sais, on commence par partager, on commence notre interview. Alors, en France, on n'a pas le même terme pour bon coups. Non, c'est vrai. C'est quoi déjà? Ça serait quoi les succès? On le fait sur nos temps privés, ça au café peut-être, mais on les partage pas. Mais... C'est quoi? Les bons plans. C'est vraiment ça. Non, les bons outils, les bonnes astuces. Non, c'est... Les réussites. Ah, les bonnes pratiques. Les réussites. On est quelque chose que, j'ai fait ça et je suis fière. Eh ben, on le fait pas assez. Et je sais qu'ils le font beaucoup dans le Housing First, ça. Dans la culture Housing First, c'est à fond. J'ai travaillé 2 mois au Chez Soi d'abord de Lyon, et ils sont à fond dans cette méthode. Et c'est même un peu rigolo quand on arrive dedans. On a l'impression d'arriver aux États-Unis, quoi. Quand on arrive au Chez Soi d'abord de Lyon, ils ont vraiment des méthodes managériales très... c'est très calqué, on sent bien que c'est anglo-saxon à la base, quoi. Et c'est une super saine chose à faire au quotidien et qu'on ne fait pas assez.
On ne fait pas assez. Mais parce que moi, j'ai pas été. Enfin, voilà, c'est aussi de ma faute, mais c'est de la faute de l'équipe. Là, il y a très peu de gens en France, je pense, qui sont éduqués dans cet esprit de mettre le doigt sur là où il y a les forces et qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui match, quoi. On va penser en priorité à avoir un esprit critique sur ce qui déconne. C'est bien de chez nous, ça. Intéressant. Mais du coup, c'est intéressant de m'en parler, parce que, enfin, que tu m'en parles. Ben, c'est la première chose qu'on fait. Moi, des fois, je trouve ça un peu bébé lala. Oui, voilà, il y a ce petit côté même. Mais finalement, quand les gens, ils vont pas juste dire ah, j'ai fait, je sais pas moi. Des fois, c'est des choses quand même assez profondes. Ils vont expliquer qu'il y a un accompagnement, qu'ils l'ont vraiment marqué, ils les ont touchés ou ils ont fait débloquer quelque chose ou peu importe. Là, ils partagent. Au début, on essaie de faire ça. Si les gens veulent partager un bon coup, excuse-moi, une réussite. Puis après, c'est plus des de voir s'il y a des cas plus compliqués ou éthiques ou qui étaient un peu confus ou tu es devant une situation que tu n'es pas trop sûr. Fait que là, on peut brainstormer en équipe à des solutions. Ouais, ça, on le fait beaucoup aussi. Ouais. Okay. Ça, c'est plutôt dans nos intervisions, mais on le fait aussi dans les supervisions. Okay. Sauf que dans les supervisions, on a un regard tiers professionnel. Okay. Après, les réussites, on met quand même le doigt dessus, notamment dans les intervisions. Hein. Les personnes qui veulent partager des moments de joie comme ça, ou un truc qui leur a plu, mais on ne l'a pas ritualisé sur qui est-ce qui a une réussite aujourd'hui, c'est le moment, allez, on dit. Allez, on n'a pas fait ça. Donc on n'est pas fermé non plus à ça, hein, bien entendu. Et toi, aurais-tu un exemple d'une chose que tu aurais faite, tu serais fier pour un bon coup, une réussite? Là, je suis content d'avoir eu cette idée. Il y a des choses, ouais, après, du coup, là tout de suite, il faut que je trouve, parce qu'en fait, c'est un exercice que j'ai du mal à faire pour moi. À reconnaître nos... La plus grosse réussite, moi, c'est d'avoir gardé un boulot qui demande autant d'exigences pendant quasiment 3 ans maintenant. Ça serait la plus grosse réussite d'ensemble. C'était pas du tout gagné pour moi. Moi, j'avais bossé maximum... je travaillais comme veilleur de nuit il y a 3 ans. Hein. J'ai quand même des diplômes et tout ça, mais j'avais jamais réussi à tenir dans un boulot plus de 5-6 mois. Et le dernier que j'avais tenu, c'était 4 ans, mais comme veilleur de nuit, à mi-temps. Donc, du coup, je faisais mes 2 nuits par semaine, 3 nuits. Donc ça, c'est ma plus grosse réussite, mais c'est quand même un sentiment de réussite collective, parce que j'ai pas réussi ça tout seul, bien entendu. J'aurais jamais réussi si j'avais pas eu une équipe qui tenait bien la route, quoi. Donc, mais de réussite personnelle, je sais pas... j'ai fait la formation de formateur au premier secours en santé mentale. Et du coup, j'arrive à amener pas mal de touches, on en parlait hier ou ce midi, de recovery, de rétablissement dans ce programme qui est un peu straight comme ça, et où j'arrive à enfin... Alors, je ne suis pas du tout dans un sentiment de revanche, mais moi j'ai beaucoup travaillé 5-6 ans en cumulé, j'ai travaillé dans le social à faire des remplacements d'éducateurs. Et des animations avec différents types de publics, avec différents handicaps. Voilà. Et j'ai observé pas mal de maltraitance, de négligence, je me suis même mis moi dans des postures à des moments où je pense que j'étais pas tout à fait dans la bientraitance avec les gens. Donc j'ai vu en quoi les conditions de travail, ce qu'on nous demandait, le rythme qu'on nous demandait, la façon, comment c'était maltraitant, tout ça même pour les salariés, je l'ai vécu de l'intérieur. Et là, quand maintenant je fais les formations premier secours en santé mentale, la plupart du temps, mes clients, mes partenaires, ce sont souvent des travailleurs sociaux. Et du coup, je reviens par une autre petite porte pendant 2 jours pour venir distiller un petit recul sur, concrètement, les problématiques psychiques, c'est ça. Voilà, approche rétablissement. Voilà, et je suis formateur. Du coup, à l'époque, j'étais le petit éduc remplaçant qu'on n'allait plus voir dans 2 jours ou dans 2 mois, on savait pas trop, on s'en foutait un peu, quoi. Et là, je suis formateur, j'ai un statut, et je me présente comme formateur père, bien sûr. Je ne m'en cache pas, quoi. Je ne le mets pas comme un étendard, mais je le dis clairement. Et du coup, c'est double. C'est le paradoxe d'avoir beaucoup plus d'opportunités de carrière aussi et de réalisation de moi-même que si j'étais resté à vouloir faire le sous-marin comme je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je me servais de ma sensibilité, de mon empathie, parce que je bossais beaucoup avec des personnes avec des problématiques psychiques, comme quand j'étais éduc, mais en sous-marin. C'est-à-dire que je n'affichais pas, bien sûr, et je faisais comme plein d'autres travailleurs, dans le médico-social et tout, je n'affichais pas mon trouble, ma différence. Et là, je me rends compte qu'en fait, la plus grosse réussite, c'est d'avoir déposé les masques et d'être juste serein, en fait.
de me lever le matin et me coucher le soir en étant juste moi-même, sans faire de faux semblants, sans en rajouter, sans faire le fanfaron forcément, à faire le clown, à rajouter trop, mais à être juste moi-même, en fait. Et ça, c'est une belle réussite, c'est une sorte de sérénité, ça serait ça ma réussite. Et pour Esper, de quoi es-tu fier pour ton organisation? C'est qu'on est une des rares structures dans le monde, apparemment. Hein. Attends, on va recommencer juste au... Parce que c'est quand même important. Pour Esper, du coup, on est une des rares structures dans le monde à avoir expérimenté comme ça un concept de plateforme de pair aidance, c'est-à-dire autogéré ou... Alors, autogéré avec un conseil d'administration qui n'est pas autogéré, on n'a pas que entre personnes concernées, hein, parce que de toute façon, c'est pas le but dans la vie non plus, l'idée c'est aussi de mixer les compétences et les expériences. Et pour Esper, là pour le moment, on est, on est au bord là, d'une table qui s'ouvre avec tout un champ possible, avec des centaines d'autres tables à rejoindre, voilà, donc pour Esper, la réussite, ça serait tout le boulot qu'on a fait, quoi. On a commencé à 5 salariés, là on est 13 en 2 ans, en plein Covid, surréaliste quoi. On nous attendait au tournant depuis tout le temps, donc on le savait ça, donc on était assez alerte à la moindre dysfonctionnement et tout, d'intégration d'un pair dans une équipe. Et à l'arrivée, on a 95% de réussite des intégrations des pairs dans les équipes, à peu près à la louche, entre 90 et 95. C'est-à-dire qu'on fait tout péter, en fait, ça se passe très bien. Et le modèle fonctionne. Sauf que, on attend la confirmation des subsides, des budgets. Voilà. Puis, tu mentionnais, parce que je pense Jean-François n'était pas là tantôt, c'était à la réunion, que vous offrez aussi de la paire aidance directement aux gens qui viendraient chez vous. Ils ont eu 300 contacts. Nous, on n'a pas ça encore, c'est que moi, je en parle souvent. Mais de quelqu'un qui appelle, dit « Je voudrais rencontrer un paire aidant ». Vous pouvez matcher avec quelqu'un qui est disponible, puis vous avez à peu près touché 300 personnes, c'est ça? Dans une année? Ou... Pendant 2 ans et demi, à peu près 300, 350 par an. 350. Puis ça, c'est les gens... vous avez aussi, je pense, fait des statistiques sur la nature de pourquoi les gens veulent voir un père aidant en particulier. C'est de quoi... Est-ce que quand les gens sont suivis par un père aidant, c'est sur le long cours ou c'est quelques rencontres? Ça a été un truc intéressant à travailler en équipe parce que ça n'a pas été facile pour l'équipe de bosser sur un temps court. Mais vous avez le terme de fil actif chez vous? Les listes d'attente. En fil actif, ok. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle s'installe. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de budget fléché très spécifiquement là-dessus, donc on prend dans les trous de gruyère budgétaires 1 heure de dispo ici, tiens, on lui met un temps d'accompagnement, 1 heure là, c'est parfait. Donc c'est comme ça qu'on a tissé cet accompagnement en fait. Comme nos pairs aidants sont déployés sur plusieurs sites, ils ont souvent des temps où ils reviennent au local, des temps libres là, et c'est là-dessus qu'on profite. C'est-à-dire que dans les mois à venir, on n'est pas sûr du tout d'avoir ce budget. Donc ça, voilà, parce que ça dépend toujours de la même chose. Subvention. Mais donc ils viennent vers nous, certaines personnes viennent vers nous au début, notamment il y en a peut-être plus que maintenant qui venaient, ils ne savaient pas trop pourquoi, ils voulaient découvrir, ils trouvaient ça intéressant sur le concept. Et maintenant on commence à avoir pas mal de vidéos qui circulent, on sent que le boulot, des témoignages et tout a fait le job quand même, mine de rien, parce que du coup quand ils appellent, déjà ils savent déjà ce que c'est qu'un père aidant. Il n'y a pas besoin de leur réexpliquer à part le menu détail. Ils veulent souvent, c'est pas tant la longueur de l'accompagnement, mais c'est surtout, ils veulent très souvent des gens qui partagent le même trouble qu'eux. Donc il y a aussi là des fois un travail à faire à ce niveau, parce que c'est pas toujours facile. On essaye de le faire plus systématiquement pour les personnes autistes, parce que nous on bosse donc dans le champ troubles psychiques sévères et neurodéveloppementaux, donc TDAH, autisme et multidisme. On n'a personne dans l'équipe, mais pour les 10. Pourquoi je vous disais ça? Donc en gros, ça on peut pas forcément le fournir parce que nous on recrute les pairs sur la base plus de leur capacité à accompagner le rétablissement, à être aux côtés de la personne pour donner des outils et voilà, mettre en perspective différemment les choses pour que la personne déjà réalise qu'un rétablissement est possible, que voilà, et après ce qu'on connaît bien dans notre boulot. Donc là-dessus, on retravaille ça, et des fois ça match, des fois ça match pas, ils veulent à tout prix être une personne avec trouble bipolaire veut à tout prix être accompagnée par autre personne avec trouble bipolaire, donc quand c'est pas disponible,
On a des personnes aussi qui bossent. Donc ça, alors je sais pas vous, de par chez vous, mais ici c'est pas évident parce que les personnes qui bossent ont des disponibilités entre 17 et 20. Et nous on ferme à cette heure-là. Enfin, ça, il y a des vrais problèmes pour les personnes je les ai connus personnellement. Si on va avoir des soins et qu'on bosse à temps plein, ben pas facile, pas facile du tout quoi. Du coup, ceux-là on galère un peu. On fait quand même de l'accompagnement téléphonique, on en fait un petit peu et de la visio à petite dose parce qu'on a touché du doigt les limites quand même de ça en termes de substance, enfin, la nature des échanges, il y a quand même voilà. Et puis votre question, c'était du coup, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Bah, ils viennent chercher surtout, un des premiers trucs, c'est l'observance médicamenteuse et le lien qu'ils ont avec leur traitement. Ils ont besoin qu'on les aide à légitimer un peu tout ça, à venir en fait faire une partie du travail que les psychiatres devraient faire, qu'ils ne font pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parfois qu'ils n'ont pas vraiment, ou alors parce qu'ils ne le prennent pas, à savoir du coup expliquer les effets secondaires. Voilà. Donc nous on ne va pas leur expliquer les effets secondaires, par contre on va essayer de leur donner les armes pour qu'ils viennent dialoguer avec leur psychiatre à la séance d'après pour leurs effets secondaires. Donc ça là-dessus, sur l'observance médicamenteuse, il y a de gros besoins, mais on peut parler aussi bien retour sur les psychotraumas et tout ça au niveau des soins. Ils vont se sentir souvent en légitimité pour venir aborder les psychotraumas hospitaliers, d'enfermement, voilà, tous ces trucs-là, bien regrettables. Et on a plein de thèmes, hein. On a aussi la spiritualité qui revient, mais c'est pas forcément le plus souvent, mais on peut avoir l'hygiène de vie, on peut parler hygiène aussi, on peut parler, enfin tous les aspects hein, au niveau holistique dans le champ rétablissement en fait. Hein. Donc c'est assez vaste, hein. On est assez... Les relations, l'impact sur les relations autant intimes que interpersonnelles des fois, puis aussi la relation au travail, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui doivent avoir des temps d'arrêt de travail, puis là, comment on fait pour se réactiver, tout ça, c'est pas évident. Puis aussi, même tout de façon pratique, les prestations qu'on peut avoir droit quand on a un certain trouble psychique. Ça, il y a un boulot d'orientation aussi à faire, parce que nous, on n'est pas là pour répondre à ce type de truc, parce que si on se met à se positionner là-dessus, c'est pas notre job, il y en a qui le font très bien. Ouais. D'ailleurs, tout ce qui relève de questions plus d'ordre thérapeutique, suivi psy, toutes ces choses-là, on en a beaucoup qui essayent d'investir le lien de la père aidance là-dedans, quoi. Mais ça, bien entendu, et c'est pas facile pour les pères aidants, donc ça aussi, c'est avec de la bouteille qu'ils apprennent à le faire. Au début, on s'est cassé un peu la figure là-dessus, sur des personnes qui... En fait, c'est pas tellement les personnes qui étaient en difficulté, c'est surtout les pères aidants qui avaient du mal à resituer le cadre, à pas se mettre dans un lien thérapeutique, quoi, et à rester dans un lien peut-être d'une thérapeutique de père aidance, parce que ça fait du bien la père aidance, donc c'est thérapeutique, mais de pas se mettre dans une thérapie, quoi. Et ils se faisaient un peu emprisonner malgré eux. Enfin, oui, encerclés là-dedans, quoi. Mais du coup, ça a été riche d'enseignements. Les accompagnements individuels, nous, ça a été, on le voit tout de suite, on voit bien la différence entre ceux qui ont eu la chance d'en faire beaucoup et ceux pour qui ils sont arrivés, ils ont été fléchés plus sur de la psychoéducation uniquement, des choses comme ça. Ils n'ont pas le même lien quand même, ils ont acquis beaucoup plus de bouteilles, d'expérience, on sent il y a quelque chose, il y a une maturation différente au niveau professionnel, je trouve. Ok. Ben là, bon, je pense qu'on a beaucoup de contenu, mais des fois, avec Roxane, il y a des choses qui ont résonné avec moi, mon expérience, puis c'est sûr qu'on te bombarde de questions, mais je vais juste partager quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Tu disais de tes fiertés, c'est d'avoir quand même été un travail que tu as gardé un peu plus longtemps, puis en étant quand même bien, que ce soit pas quelque chose que tu fais malgré toi. Là. En ayant des bons retours aussi. Oui, je l'ai pas dit, mais j'ai des bons retours, donc c'est agréable aussi. C'est ça, puis t'es apprécié, tout ça. Parce que moi aussi, avant que j'aille dans la père aidance, j'étais perdue dans mon orientation professionnelle. Puis moi, tu disais travailler de nuit, veilleur de nuit, mais moi aussi, j'avais décidé que j'allais faire de l'entretien ménager la nuit, parce que déjà, moi aussi, avec le social, j'avais des enjeux, là, j'ai pas envie souvent de voir des gens, donc j'étais rendue là un peu, là, de dire, finalement, je vais juste faire de l'entretien ménager, relax, mais c'est évidemment la hiérarchie. Ouais, mais évidemment que ça m'aurait pas satisfait à long terme, mais j'étais là, puis c'est un peu dans ce moment-là où ma psychiatre m'a dit tu ferais une bonne père aidante, puis moi j'avais jamais entendu parler de ça, malgré que j'étais en psychiatrie depuis ma jeunesse, jamais on m'a parlé de père aidant, fait que
j'ai fait la recherche, puis rapidement, ça s'est enchaîné, puis je suis surprise moi-même que 5 ans plus tard, que je suis là, tu sais, puis que moi aussi, c'est quand même satisfaisant, on fait des rencontres extraordinaires, on voyage, mais tu sais, c'est comme... Des fois, je m'arrête puis je me dis, mais ça n'a aucun bon sens. Tu sais, quand je regarde c'est juste... c'est le karma, peut-être. Ben, c'est ça, des fois, tu dis, il y a une On en a part suffisamment bavé, je pense, pour avoir le droit d'avoir des beaux moments de vie derrière. On peut voir ça comme ça, mais effectivement, moi, je pense que rien arrive pour rien, là, mais c'est quand même incroyable. Puis même, tu sais, j'ai été, moi, des mois, même des années à être passive et, tu sais, être plus comme en arrêt de maladie, puis comme à juste dormir, puis pleurer, puis tout ça. Puis là, maintenant, je fais un gros contraste, là, mais tu sais, on signe des contrats avec des directeurs d'établissement ou des choses, tu sais, je veux dire, on est vraiment dans un opposé au niveau aussi de la confiance en soi, puis de comment on se valorise, là, tu sais. En tout cas, je trouve ça vraiment incroyable. C'est colossal, je le dis tout le temps, mais bon. Y a-t-il quelque chose que tu aurais besoin d'autre pour ton montage? Non, c'est super, on a 30 minutes. Je sais pas, ben... On a déjà fait 30 minutes. Ben, plus que 30 minutes, ça va plus. Non, on a 30 minutes. Ah. Presque 32, on va couper un peu. Okay. Puis, mettons, je suis toi plus jeune, tu sais, dans une situation similaire à ce que toi, tu étais il y a 8 ou 10 ou 15 ans, là, puis je crois pas que j'ai d'avenir. Puis là, tu viens vers moi, puis tu me convaincs que ça existe, le rétablissement. Moi, j'y crois pas, là. Je te crois pas. Est-ce que tu y croyais pas déjà, toi, quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais dans le désespoir? Ou un peu le... Oui, je sais que des fois, c'est pas toujours évident à projeter quand on a la personne sur l'instant, oui. Mais moi, quand j'étais... je sais pas, moi, il y a 6-7 ans, quand je partais en état assez haut, en état maniaque, je pouvais rester sans sortir mon chien et sans changer la caisse du chat pendant plusieurs semaines. Et moi, je me suis hospitalisé à la maison, en fait. Donc j'étais en fait sur un regard assez curieux, parce que j'étais pas dans un désespoir par rapport à ça. Je vivais mes crises, en fait, comme des états qui seraient à vie. Effectivement, j'y croyais plus du tout que j'allais être autre chose que ça. Et du coup, avec une impossibilité de me projeter ni dans une carrière, ni dans un projet de vie, immobilier ou quoi que ce soit, ou de partir en vacances un jour, par exemple. Je me projetais dans l'instant présent de manière assez curieuse, parce que j'étais pas désespéré. Je me contentais de ce que la vie me laissait, c'est-à-dire des trucs très fugaces, complètement fulgurants, parce que dans mes phases hypomaniaques et maniaques, je partais assez loin dans la création, et j'ai fait beaucoup de créa en artistique. Qui m'ont même valu un peu de reconnaissance et tout à des moments, très isolé, très très isolé. Je voyais pas grand monde, j'avais des liens qu'avec mes animaux et du coup, voilà, du coup apparemment, si je pouvais juste te convaincre d'une chose, c'est que moi j'avais l'impression que du coup j'avais besoin d'aucun traitement, d'aucun médicament, d'aucun soin, d'aucune approche d'hygiène de vie, de rien, parce qu'en fait, je gérais en fait, je vous emmerde, je gère super bien, donc voilà. Donc je me permettrais juste de dire que j'ai rajouté assez peu de choses en fait, j'ai juste des picots nano de petites choses, sans avoir été enfermé une seule fois dans ma vie, sans qu'on me force, parce que c'est moi qui ai demandé les soins que je voulais, je m'étais renseigné sur les traitements avant même d'aller frapper à la porte et tout, des thérapeutes, des psychiatres et tout, et qu'en quelques semaines, j'ai complètement stoppé ces états. J'ai remporté un concours d'éduc. J'ai bouleversé toute ma vie. Je me suis mis à établir des projets et que ça, je m'en suis rendu compte 19 ans après mes premiers symptômes. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai pas bousillé mes 19 ans de ma vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas que je les ai bousillés parce que j'ai fait des choses assez énormes. J'ai vécu des choses que j'aurais peut-être jamais vécues en fait. Si j'étais parti dans une vie un peu plan-plan dans mes études de management, j'aurais fait mon Erasmus à l'époque. J'ai fait un Erasmus à Barcelone. J'ai fait. Et du coup, on a souvent peur de perdre en fait un peu. Dans les phases où j'étais complètement dépressif, je pensais que de toute façon, c'était même pas la peine d'espérer vivre tellement plus longtemps, que j'allais finir par y rester. Donc je m'étais persuadé, comme plein de gens, que je ne dépasserais pas les 30 ans, après les 40 ans. Et
Et dans les phases hautes, je prenais un tel pied que j'avais plus du tout envie de sortir de ces états en fait. Donc j'ai commencé à développer une anxiété sociale et tout ça où je me confortais tout seul dans une idée qu'en fait les soins c'était malsain. J'avais tout l'enchaînement de stigmates, la montagne de stigmates sur le milieu du soin. C'est-à-dire pour moi, le milieu du soin était forcément enfermant, maltraitant. J'avais aucune vision je connaissais pas la réhab, je connaissais pas le rétablissement. Donc oui, forcément, pour moi, j'étais en ce paradoxe où j'avais fait un chemin de rétablissement sans traitement avec de l'auto-soin. J'en suis persuadé. Sinon, j'aurais pas fait un tel rétablissement juste avec une molécule qu'on m'a prescrit à 38 ans. J'avais déjà tout construit avant en fait, sur mon chemin d'autonomie à vivre avec, un peu comme le gars qui a jamais eu de béquille et qui apprend à marcher avec ses mains. J'ai appris à marcher avec les mains. Ça m'avait marqué, ça, un gamin de Calcutta, on les voyait avec des trucs à roulettes, et avec les mains, ils partaient comme ça. J'ai un peu fait ça. Et le traitement pour moi ça a été des prothèses, et où là j'ai pu me lever un peu tard. Mais je m'étais déjà baladé pas mal, quoi. J'étais autonome, je payais déjà mon loyer, puis mes 16 ans, j'étais ultra en traversant ces crises. Donc du coup j'étais dans ce paradoxe de me dire le rétablissement j'y crois pas, parce qu'en même temps je commence à me demander si je suis vraiment malade, ce vieux discours là. Mais avec un évitement des situations de risque social, c'est-à-dire de chercher un nouveau boulot, d'aller vers mon niveau de compétence, parce que quand je disais que j'étais veilleur de nuit, moi j'ai fait des études et tout, donc j'avais un niveau au-dessus de veilleur de nuit. Mais voilà, donc, du coup, je pense que si je devais dire à quelqu'un qui serait dans l'état où j'étais il y a 10 ans, ou même 7 ans, 6 ans, je dirais ok, c'est déjà chouette ce que tu as fait comme chemin, et on ne te demande pas de tout jeter. Il est hors de question que tu jettes la personne que tu es. Il y a énormément de bonnes choses déjà à bosser, apprendre déjà ce que tu es, et puis peut-être ouvre-toi le champ des possibles, quoi. C'est toujours intéressant de se renseigner, ça ne mange pas de pain. Tu verras bien ce que ça donne, mais c'est toujours un petit renseignement à droite à gauche. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on n'est pas là, souvent on n'est pas là pour nous apporter des informations de rétablissement, mais pour que la personne, l'aider à elle reconnaître dans son propre parcours avant même qu'elle connaisse. Tu sais, comme moi, tu me parlais de rétablissement, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est tous des concepts intellectuels et abstraits, là, je veux dire. Mais moi, là, j'ai pu mettre un mot sur ces stratégies d'adaptation que j'avais moi-même trouvées, là. Mais c'est bien que nous, on puisse aider la personne à identifier elle-même qu'est-ce qu'elle fait déjà, par intelligence comme intuitive, pour s'adapter. On le fait beaucoup au boulot, notamment sur l'aspect... moi, les fameuses compétences psychosociales, là, les soft skills, moi je m'en sers énormément parce que j'ai beaucoup de pères aidants quand même qui, quand ils ont été intégrés à l'équipe, n'avaient pas travaillé depuis des années, ou pour certaines ou certains même jamais travaillé. Et qui avaient 40 ans. Du coup, il y avait quand même double défi. Il y avait pas que on n'en parle pas souvent de ça. Quand on vient se professionnaliser père aidant, c'est pas rare pour certains quand même qu'il y ait aussi la professionnalisation tout court, avec une sorte de décalage que la maladie nous fait, qu'elle nous a mis entre parenthèses sur un chemin de vie au niveau professionnel pour acquérir ces fameuses compétences là, ces soft skills, pour savoir se lever le matin, pour être en capacité de se dire mais est-ce que je vais pouvoir tenir un rythme collectif dans une équipe pendant 7 heures là, tous ces trucs là qui pour certains coulent de source au bout d'un moment, mais qui ne coulent pas du tout de source. Et tout ça on le bosse aussi, et on vient le bosser en équipe pour trouver des trucs et astuces et tout, et c'est pas anodin, parce que les équipes de soins, nous, ils attendent que le père aidant soit rétabli, guéri. Donc on essaye aussi de leur expliquer, non, on n'est pas guéri mec, on vit toujours avec, on a toujours un trouble. Voilà. Puis c'est vrai qu'il y a aussi pas juste mais des affaires très pratico-pratiques de quand on est un travailleur, tu sais, parce que moi j'ai dû expliquer aux pères aidants sur leur relevé de paie qu'est-ce que c'est que cotiser à la Régie des rentes, le syndicat, tout ça. Il y a des gens pour qui ils n'ont jamais, malgré qu'ils ont eu des petits boulots, mais ils savent pas nécessairement qu'est-ce que ça implique d'être un employé, tu vois, avec les responsabilités, puis qu'est-ce que ça donne aussi, ou tu sais, juste la banque de vacances, que tu accumules, nous c'est 4%, tout ça,
je m'attendais pas à devoir expliquer ça, mais ça fait partie de quand ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé ou que tu n'as pas été dans des... Ouais, il y a Tu sais, un côté décrochage, ouais. Donc dans ce côté-là, nous on appelle ça de la réinsertion en fait. Insertion-réinsertion en France. Quand Ben, tu reviens sur ces acquis-là, qui ouais. devraient être des acquis arrivés à l'âge de 24-25 ans pour Ouais. monsieur tout le monde, Ouais. quand les personnes ne sont pas là-dedans, et du coup on mésestime un peu les difficultés qui peuvent être inhérentes à cette partie du boulot, je pense. Moi je le soulève souvent à mon conseil d'administration, je dis attention, quand on ne recrute pas que des personnes qui vont devoir apprendre à composer avec les soignants et tout. Déjà, recruter avec des personnes pour qui ça va venir faire écho sur leur chemin de rétablissement, parce que c'est la première fois qu'ils retravaillent depuis longtemps pour certains, et parfois peut-être ça va même occasionner des mini-rechutes. Il va devoir faire des ajustements de traitement, parce que le travail les bouleverse, ou parce que le fond même du travail de pérédance, d'effet miroir, les bouleverse, quoi, et du coup c'est peut-être pas possible ce métier pour eux finalement. Enfin voilà, on touche à tous ces trucs-là, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ouais, du coup c'est riche, c'est intéressant. Wow. Je vais faire une série de capsules de 20 heures sur plein de sujets. Ben, on voit, puis on n'a pas besoin de le développer, mais que tu suggères à la personne de prendre conscience qu'elle a fait des choses, qu'elle a des réussites, des compétences Mhm. en lien avec son propre savoir, parcours expérientiel. Mhm. On se rend pas compte, Ouais. nécessairement. Ouais. Bon, Good one. Ouais. Stop!